Ravi de vous retrouver ce matin, chers élèves tôt. Bonjour, bonjour. Et merci d'être une fois encore à nos côtés sur votre matinale 5-6-7 matin. Je prends les rênes à partir de ce jour, jeudi, vendredi. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Achidat Biamaman, je suis. Toute l'équipe est déjà au complet pour vous servir ce matin. Allez, permettez-moi de vous souhaiter de passer une belle journée jupitérienne en compagnie de l'équipe de votre matinale avec la grande Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Achidat Biamaman, et ce matin de plus? Ça va très bien, vous avez checké un peu partout pour nous réunir toute l'actualité nationale de ce jour. Le bulletin d'information, c'est avec vous et c'est dans un instant, n'est-ce pas? Bien sûr. Avant le bulletin d'information, permettez-moi de vous décliner le menu de ce matin. Au menu, chers amis téléspectateurs, eh bien, deux sujets en débat ce matin. Nous allons parler de ce projet de lanterne solaire. Il faut le savoir, bientôt des lanternes solaires rechargeables pour les écoles du Bénin, mercredi 12 mars 2025. Eh bien, le gouvernement du Bénin a annoncé l'acquisition, l'installation, l'exploitation et la maintenance d'équipements solaires. Cette décision, on en parle avec mes débatteurs autour de 8 heures. Le deuxième sujet en débat ce matin est celui-ci. Le drap d'aînesse a-t-il sa place dans le milieu du travail? On va en parler avec les experts de ce jour. Et bien entendu, vous avez la possibilité, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes au boulot, vous qui êtes n'importe où, ici au Bénin, vous avez la possibilité donc d'interagir avec nous en répondant à la question suivante. Le droit d'aînesse a-t-il sa place dans le milieu professionnel? Je compte sur vous, chers amis téléspectateurs, pour nous retrouver sur le forum de discussion avec tous mes débatteurs. Mais avant tout ceci, bien entendu, allons rapidement au bulletin d'information. Le plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Plus qu'une attraction, le patrimoine devient une tendance depuis le rapatriement des trésors royaux et leur exposition. Ariane Da Silva et Daniel Ada nous emmènent dans une exposition en pleine nature, plus précisément au jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi à l'Expo baptisée Patrimoine 2.0 qui se tient du 26 mars au 4 avril. On découvre. Le jardin botanique de l'université d'Abomey-Calavi, transformé en un musée végétal le temps d'une exposition de 10 jours. Ici, le riche patrimoine culturel du Bénin se révèle, s'explore et se laisse découvrir. Bienvenue à l'exposition Patrimoine 2.0. C'est une véritable immersion où tradition et modernité dialoguent harmonieusement. Patrimoine 2.0 contribue activement à l'enrichissement du paysage culturel et touristique de notre pays. Pour rendre compte de ce travail, il nous est apparu essentiel de penser en premier lieu à celles et ceux à qui ces différents projets sont destinés, à savoir la jeunesse en particulier, mais aussi les enseignants, les amateurs de patrimoine et tous les Béninois et non-Béninois curieux d'interroger le patrimoine à l'heure du numérique. L'exposition Patrimoine 2.0, fruit de 2 années de travail, est donc une invite à repenser la médiation culturelle à l'ère du numérique. Et c'est ce à quoi s'attellent déjà Gérard et son équipe au Centre culturel Ouadada de Porto Novo. Donc au niveau du jardin des plantes et de la nature, nous avons réussi à aménager d'abord les bâtiments qui sont dans le jardin et ensuite nous avons travaillé sur les différentes espèces. Donc nous avons pu identifier leur nom scientifique, leur toxicité, les principes actifs et tous ces contenus sont imprimés sur un QR code. Et donc, quand vous visitez le jardin des plantes et de la nature aujourd'hui, vous pouvez scanner ces QR codes et vous avez toute la documentation. Nous avons également produit des vidéos sur l'usage des plantes au niveau du vaudou. Grâce au chantier Patrimoine 2.0, nous avons pu éditer près de 2000 pages sur l'histoire du royaume de Dahomey. Et ceci en 13 tomes avec 60 conférences publiques.
Le concept Patrimoine 2.0 a été pensé et réalisé grâce à une synergie d'action entre l'ambassade de France au Bénin, l'université d'Abomey-Calavi, le ministère en charge de la culture et Laboratorio Art Contemporain. Le projet s'inscrit dans une vision durable. Et cela fait exactement un mois que la 7e mandature du Conseil économique et social a été installée. Un CES rénové, challengé par le chef de l'État par rapport à son utilité pour le pays. Les nouveaux dirigeants ne se font donc pas prier. Ils s'impliquent déjà dans le corps social au plus près des couches socio-économiques, comme cette visite auprès de transformatrices agricoles. Jennifer Sativi nous édifie. Immersion au sein d'une coopérative de transformation du manioc en Atiéké sur le sol ivoirien. Conrad Baguidi, fidèle à sa vision de booster le développement de la filière manioc au Bénin en s'inspirant du modèle ivoirien, prend langue avec les acteurs à la base. Soutenu par son homologue ivoirien, le président du Conseil économique et social s'informe minutieusement. Deuxième point de chute, une entreprise ivoirienne spécialisée dans la production de chocolat. Une immersion complète a permis de mieux comprendre le processus de production du cacao depuis les champs expérimentaux jusqu'à l'empaquetage du chocolat en passant par la fabrication de la poudre et du beurre de cacao. Il y a une équipe qui travaille des procédés de qualité avec également une synergie qui permet de garantir une qualité de produit sur toute la chaîne, à partir de l'approvisionnement jusqu'au produit fini. La création de la valeur ajoutée et le développement économique à partir des filières d'intérêt au Bénin reste l'une des ambitions du président du Conseil économique et social réformé. Vous avez l'obligation de donner au peuple béninois une autre lecture, une autre compréhension, une autre appréciation du rôle pertinent du Conseil économique et social. Point de place à l'attente. Par notre adhésion massive, vous avez exprimé votre choix clair, celui du travail collectif, de la transformation et de l'efficacité. Déterminé à impacter durablement les populations, Conrad Baguidi, à sa prise de fonction, démarre une tournée dans toutes les institutions de la République. Des prises de contact qui dénotent de l'intérêt de cette 7e mandature à pleinement jouer son rôle pour la cohésion sociale. Et puis, ce projet français d'appui aux médias sera bientôt installé au Bénin. C'est une initiative qui va prêter main forte au gouvernement béninois soucieux de redynamiser les médias béninois. En prélude justement à son installation, le groupe qui porte ce projet a été reçu en audience par le président de la HAC. Voici les échos rapportés par Fifami Atadedi, Okondé et Jean Nombimé. Nous avons eu la chance d'être reçus ce matin par le président de la HAC à l'occasion de la venue à Cotonou d'une mission composée de chargés de mission de notre équipe gouvernance à Paris et Abidjan, ainsi qu'une représentante de CFI pour lancer le démarrage des activités de Média OS, qui est un projet d'appui aux médias au Bénin. C'est un projet régional qui couvre le Bénin, le Togo et le Tchad à hauteur de 10 millions d'euros. L'enjeu de ce projet, c'est d'appuyer les médias à la fois sur un plan organisationnel mais aussi en formation et en appui à la production de contenu. Enfin, l'ensemble des objectifs va être en fait co-construit avec les partenaires béninois et notamment des médias qui vont être sélectionnés cette semaine pour co-construire ce projet qui va être évidemment regardé de près aussi par la HAC, puisque dans ces subventions sont inclus aussi un appui aux autorités de régulation des pays qui sont couverts par le projet. Le président de la HAC nous a rappelé les besoins qu'il y avait aujourd'hui, notamment en formation des journalistes, en appui en matériel. Donc il s'agira cette semaine de voir avec l'ensemble de ses partenaires où sont les besoins et comment ce projet peut les accompagner au mieux. C'est un tournant décisif pour la recherche scientifique et l'innovation au Bénin. Le pays franchit une étape majeure avec l'installation officielle du conseil d'administration de l'agence béninoise pour la recherche et l'innovation, l'ABRI. Objectif structuré
coordonner et financer la recherche pour en faire un véritable levier de développement. Qui sont les acteurs de cette nouvelle dynamique? Quels impacts attendre sur l'économie et la société? Marcel Arossi et Igor Ayosso pour plus de précisions. Le constat est implacable. L'Afrique, qui représentera un quart de la population mondiale en 2050, ne contribue qu'à 2,4% de la production scientifique mondiale. Pourquoi ce retard? Pourquoi tant d'innovations restent-elles inexploitées sur le continent? L'abri est la réponse structurée du gouvernement à ces défis. Nous venons de très loin. Maintenant, nous mettons en place une organisation structurée qui va nous monter vraiment nous connecter vers les résultats attendus. Ce n'est pas seulement une institution qui voit le jour, c'est un véritable projet de société. Notre défi est clair, mesdames et messieurs. Faire de la recherche un moteur de compétitivité, un levier de croissance et de résilience. C'est notre leitmotiv. Comme la recherche ne doit plus demeurer confinée, mais irriguer tous les secteurs de développement de notre pays. Fort d'une expertise reconnue et d'un parcours jalonné de contributions majeures à la recherche et à l'innovation, les membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation incarnent une vision éclairée et une volonté inébranlable de faire rayonner la science béninoise. Chacun portant la responsabilité de piloter la stratégie et les investissements de l'abri. Avec 5 instituts thématiques spécialisés, allant des sciences biologiques à la recherche endogène, l'abri se donne les moyens de produire des avancées concrètes. À terme, ces innovations devraient répondre aux défis du développement durable, de la santé, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Nous sommes très honorés de notre désignation, mais nous n'en faisons pas un privilège du tout, ni une consécration. Il s'agit plutôt pour nous d'une grande responsabilité. L'objectif est ambitieux. Faire du Bénin une plateforme régionale de recherche d'ici 2032. Un pari audacieux, mais c'est réalisable si les chercheurs, les décideurs et le secteur privé s'unissent pour transformer la science en moteur de développement. On est fatigué d'être dispersés. Maintenant, nous sommes organisés. Et comme ça, nos attentes sont très fortes. C'est le début d'une ère, l'ère où la recherche béninoise cessera d'être marginale pour devenir un pilier central du progrès national. Et toute autre chose à présent, en vin de palme ou à temps en langue locale, ce breuvage sucré alcoolisé issu du palmier à huile est un nectar irrésistible pour les connaisseurs. Mais connaissez-vous son secret de fabrication? Sinon, nous vous proposons une évasion en palmeraie pour le découvrir. Et c'est Gloria Oni, Igor Ayosso et Patrick Imavo qui nous y emmènent. Il y a un esprit qui jaillit sur la forêt. C'est le génie de la forêt, ça. On l'appelle la guerre. Au cœur des palmeraies, l'homme n'est jamais seul. Entre les troncs et les cimes dansantes, des présences invisibles veillent. Généralement, lorsque vous êtes dans la forêt, vous devez avoir le tabac que vous mettez par terre. Et vous le suppliez afin de vous assister. Et lorsque vous commencez par extraire le vin de palme, vous êtes à mesure de casser au moins deux calebasses et vous versez là-dedans. Ça fait que vous avez la paix. Tout commence par une entaille dans l'écorce qui libère la sève. Jour après jour, elle sointe et fermente. Après 16 jours, on enlève les nervures et maintenant on fait un trou dedans. Après avoir fait le trou, nous avons une aiguille là et on pèse ça pour mettre quelque chose là comme tuyau et mettre les bidons en bas de ça. Et 3e jour, on obtient le vin de palme. Si vous ne le faites pas, ça commence par pourrir. Et lorsque ça commence par pourrir, et si vous ne mettez pas du feu,
l'odeur là, ça vient vers ici, ça veut dire que l'alcool, le vin de palme n'a plus sa valeur. Ok, donc le feu permet de désinfecter le vin de palme. Le vin de palme. Consommé frais, il est une source de vitalité. Avec modération, il devient un allié du cœur et de la digestion. En termes de nutriments, le nutriment principal, c'est les glucides sous forme de sucre naturel, de saccharose et autres, qui sont donc les nutriments qui vont donc conduire à la fermentation. En dehors de ces nutriments, il y a également d'autres minéraux, notamment le potassium et le magnésium. En plus de ça, il y a également certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Toutefois, le temps le transforme. La fermentation conduit à la production de l'alcool. Et nous savons très bien que l'alcool a un effet assez important sur le foie. Ce qui va conduire, lorsque la consommation excessive et de façon prolongée, va conduire à l'hépatite toxique. Et l'hépatite toxique est une grande cause de cirrhose hépatique. Chaque palmier qui tombe, c'est un écosystème qui reçoit un coup. La faune perd son refuge et les sols s'appauvrissent. À voir l'ampleur que l'activité là est en train de prendre aujourd'hui, on voit que les palmiers se font rares. Nos oiseaux, en quête du manger, ils vont. Les oiseaux, peut-être, ils peuvent prendre là et aller se réfugier sur un autre arbre et décortiquer. Ou bien il prend et il va remettre à ses enfants qu'il a mis dans un autre lit. Et là, lorsque l'oiseau l'a fini, ça veut dire que le noix de palme tombe là. Ce petit noix de palme que cet oiseau l'a pris, ça peut tomber là-bas. Et lorsque la saison pluvieuse va commencer, ça veut dire que ça va germer. Des mains des anciens aux lèvres des nouvelles générations, le vin de palme porte en lui l'âme d'un peuple. Comment mieux assurer la surveillance du patrimoine naturel? Le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes vient de mettre à la disposition de la direction des eaux, forêts et chasses et le Sénagref 7 drones derrière le projet de protéger l'environnement au moyen des avancées technologiques. William Choki et Alexis Segbemon. Pour démarrer le drone aussi, le bouton là. L'agent forestier Paquet en pleine restitution des connaissances acquises. Donc une fois démarré, on s'éloigne du drone de 5 mètres. Et le copilote s'assure qu'il n'y a personne dans les rayons de 5 mètres autour du drone. Il maîtrise désormais à perfection le pilotage de ce drone. Décollage. Des équipements modernes pour assurer la protection des écosystèmes forestiers et des paysages agricoles. C'est un drone qui a la capacité, par exemple, de pouvoir identifier une cible et de la suivre. Donc, dans le déplacement, avant que la force d'intervention ne vienne, le drone peut donner la position exacte du déplacement de la cible. Des équipements acquis pour la Direction générale des eaux, forêts et chasses et le Sénagref. Deux structures dont la mission première est la préservation du patrimoine naturel. Il est vrai que face aux enjeux environnementaux de plus en plus complexes qui se dressent devant nous, il est impératif que nous répondions avec des solutions innovantes et audacieuses. Grâce à ces drones, nos services forestiers pourront surveiller plus efficacement nos précieuses forêts, collecter des données précises et réagir promptement face aux défis environnementaux et sécuritaires croissants. Cette drone donnée par le PAB, le projet d'adaptation basé sur les écosystèmes, le but ici est d'accroître la capacité de surveillance avec des précisions et une rapidité remarquables. Ces disciples de Saint-Hubert disposent désormais d'équipements ultramodernes de détection des activités illégales.
des équipements de collecte de données, des solutions innovantes face au braconnage et exploitation forestière. On va l'envoyer à 100 mètres, 150 mètres d'altitude. Retour sur cette sortie médiatique du parti Les Démocrates. Eh bien, lors d'un point de presse tenu en début de semaine, la formation politique de l'ex-président Boni Yayi a une fois de plus dénoncé des blocages subis pour tenir des réunions ou meetings. Au cœur des critiques, une violation présumée de son siège départemental à Dassazoumé, imputée à des responsables de la police des collines. Guy Mitokbe est au micro de Marcel Arossi et Venceslas Arouim. Dans le cadre de la formation de ces militants, une formation à la citoyenneté interrompue par les forces de l'ordre, selon Guy Mitokbe, secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, tout se déroulait normalement le samedi 22 mars 2025 lorsque des policiers conduits par le commissaire central de Dassazoumé ont fait irruption sur les lieux. L'ordre était clair: mettre fin à l'activité jugée non autorisée. Une explication rejetée par les responsables du parti qui rappellent que l'événement se tenait sur un domaine privé, malgré la présentation d'un arrêté préfectoral attestant de la reconnaissance officielle du siège. Le directeur départemental de la police républicaine aurait ordonné la dispersion immédiate des militants présents. Selon le parti, des équipements de communication, téléphones, caméras, appareils photo ont été saisis et des personnes, dont 2 membres de la cellule de communication, conduites au commissariat central de Dassazoumé où elles auraient été retenues pendant plusieurs heures. Un incident que le parti assimile à une tentative d'intimidation et une violation flagrante de ses droits. Cotonou, capitale des réflexions pour une modernisation des systèmes financiers d'Afrique. Tout a commencé le mardi 25 mars grâce au dialogue régional de haut niveau sur les systèmes de finances publiques en Afrique. C'est un rendez-vous de plusieurs pays pour améliorer la gestion des finances publiques en mettant l'accent sur les exigences de transparence et de responsabilité. Rodrigue Olababagbeto, Venceslas Arouim. Les signaux des finances publiques en Afrique sont-ils alarmants? Actuellement, nous devons repenser nos modèles de développement. Structurellement, nos modèles sont basés sur l'historicité de nos relations avec le passé du monde, en commençant par le commerce des esclaves. Dans la plupart des pays africains maintenant, l'aide au développement constitue moins de 3,4% des PIB bruts. Selon le rapport 2023 d'Open Budget Survey, le score moyen de transparence des pays africains est passé de 29 sur 100 en 2012 à 38 sur 100 en 2023. Une progression en plus de 10 ans, pourtant en dessous de la moyenne mondiale de 45 sur 100. La régularité dans la publication de budgets citoyens et des informations sur la dette publique apparaît donc primordiale. Pour pouvoir accéder au marché du prêt, l'Afrique devait d'abord changer son attitude vis-à-vis le financement, vis-à-vis la gestion du budget. La responsabilité et la transparence viennent juste pour appuyer les modernisations que les pays africains ont déjà fait ou continuent à faire pour pouvoir mobiliser les ressources. Pour améliorer donc la responsabilité et la transparence pour un développement durable, le PNUD réunit ici les leaders de gouvernement, des organisations internationales du secteur privé et de la société civile pour un dialogue régional de haut niveau. Le PNUD est convaincu que ce dialogue est une opportunité unique pour partager les meilleures pratiques, apprendre les unes des autres et tracer ensemble une feuille de route pour renforcer la gouvernance financière en Afrique. Le choix de Cotonou pour abriter ce rendez-vous à grand enjeu n'est pas anodin. La raison n'est pas passée sous silence. L'amélioration de l'efficacité, de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des finances publiques est en effet un enjeu fondamental pour la stabilité économique et la prospérité de notre continent. Permettez-moi ici de saluer les efforts du gouvernement du Bénin dans la gestion innovante et transparente de ses finances publiques, lui permettant d'être classé parmi les références en termes de transparence budgétaire en Afrique. Ce dialogue est structuré autour de 7 thèmes principaux.
Ils vont de la transformation numérique au renforcement de capacités et gestion du changement pour des finances publiques modernes. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. On va se dire demain, toujours sur 5 sur 7 matin. Allez, passez une excellente journée, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Merci. Et Diacho, Christelle Tongodo, 5 sur 7 matin se poursuit. La prochaine escale, c'est bien entendu la revue des titres. Et juste après, nous retrouverons nos deux amis, Patrick Diossou et Jean Fondé sur la rubrique L'heure du français. On y va tout de suite, feuilletons ensemble les différentes unes de ce matin. Les journaux continuent de s'intéresser à cette actualité liée à la loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. C'est le cas du quotidien d'information, le matinal, qui affiche dans sa manchette du jour « Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, un travail scientifique et objectif. Aucune entité traditionnelle n'est écartée. Nécessité de dépassionner le débat ». Du côté de Dabarou, c'est cette sortie du porte-parole du gouvernement qui intéresse nos confrères. Polémique suscitée par la loi sur la chefferie traditionnelle. La loi n'emporte aucun royaume, assure Wilfried Léon de Rombegui. C'est à lire dans la manchette de votre journal Dabarou. Et on poursuit notre quête des unes ce matin. On atterrit à l'affiche du jour qui lui s'intéresse au renforcement du contrôle budgétaire. Le Parlement béninois en immersion au cœur des institutions financières françaises. Alors, un coup d'œil sur un autre quotidien et c'est le Télégramme. Que dit le Télégramme ce matin? Audience publique à la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale et des ministères devant la Cour ce jeudi. Le Télégramme, contrôle parlementaire et audit des finances publiques des députés béninois à la découverte des pratiques en République française. Voyons voir du côté de l'emblème avancé pour les enseignants de l'État. Eh bien, le gouvernement facilite leur intégration, c'est à dire à la page 3 de l'emblème qui nous amène également au palais des gouverneurs ce matin, le roi des Haoussa reçu par Vlavonou. Alors, du côté de la boussole, on parle des modalités de reversement dans la fonction publique. Les enseignants contractuels fixés sur leur sort. Lire donc le relevé du Conseil des ministres. C'est à lire donc à la page 3 de la boussole. Allons maintenant du côté de Matin Libre. Matin Libre s'intéresse au bonheur dans le monde en 2024. Le rapport confirme la cherté de la vie au Bénin, le pays du président Patrice Talon, 8e derrière le Niger, la Gambie et le Burkina Faso, informe Matin Libre. L'Indépendant maintenant pour une infrastructure moderne. Le Japon complète 16 milliards de francs CFA pour l'échangeur de Vedoko. Vous verrez en manchette. Vous verrez donc en manchette cette information. Alors, et on termine ce matin avec l'autre quotidien. Lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest. Le Bénin s'illustre au rang de meilleur élève. Voilà la grosse actualité de l'autre côté du quotidien d'information. L'autre quotidien, ce sera tout pour les unes de ce matin. On va rapidement à la pause et on retrouve Jean et Pat sur la rubrique L'heure du français. On vous retrouve ce matin sur l'heure du français. Bonjour Patrick Diossou. Oui, bonjour Rachida Diop-Maman. Jean Fondé, bonjour. Je vous souhaite le bonjour. Merci Jean Fondé. Alors, l'heure du français aujourd'hui se propose, Patrick Diossou. Oui, on se propose de faire un tour vers des mots qui se ressemblent par
non pas par leur prononciation, mais par leur sens, leur signification. Des mots que nous connaissons déjà, le mot métis, le mot mulâtre, le mot créole. Et quelle est la différence qu'on peut faire entre ces trois mots? On va en parler avec M. Fandé. Le métissage. Oui, tout à fait. Lorsqu'on parle de métissage, il faut d'abord avoir l'idée de mélange. Qu'on parle de mulâtre, de mulâtresse aussi, c'est la même chose. Qu'on parle de créole aussi, c'est la même chose. Je ne vais pas vous faire penser au riz créole pour vous donner précocement d'appétit ce matin. Mais je vous assure, lorsqu'on parle de métis, il s'agit généralement de deux personnes de races différentes quelqu'un qui est issu de l'union de deux personnes de races différentes. D'accord. Donc ça peut être un Européen et puis un Asiatique, un Indien et un Européen, etc. Un Africain. Oui, un Africain aussi. De toute façon, ça donne l'idée de mélange. Donc quand on parle de métis, l'adjectif, le masculin, c'est bien entendu M-E, accent aigu, T-I-S. Et on parle aussi de métis, on ajoute un S-E à métis. Quand c'est une femme. Quand c'est une femme. Une métisse, une métisse. Donc voilà ce qu'il convient de retenir. Donc c'est une personne issue de l'union de deux races différentes de façon globale. C'est ça, un métis ou une métisse. Lorsqu'on prolonge vers le terme suivant, c'est-à-dire mulâtre, et le féminin c'est mulâtresse, eh bien, une personne qualifiée de mulâtre, c'est une personne née de l'union entre un parent de race blanche et un Africain, un noir africain. Donc, c'est le terme exact pour désigner ce que nous appelons généralement métis. Métis chez nous, d'accord. Chez nous, normalement, ce n'est pas une personne de sang mêlé, union entre un père ou une mère de race blanche avec un Africain noir. Ce n'est pas métis, ce n'est pas très, très exact, mais il faut parler plutôt quand c'est un garçon de mulâtre ou c'est une fille de mulâtresse. Ah oui. Mais l'usage veut que l'on laisse mulâtresse qui donne une certaine connotation dépréciative pour parler de mulâtre pour les deux, c'est-à-dire on peut dire un mulâtre ou une mulâtre. Donc voilà, c'est qu'il convient de retenir. Donc ce que nous appelons ordinairement métis, et quand il s'agit du fruit de l'amour entre un blanc, ou une blanche. Donc c'est plutôt. On parle de mulâtre. On parle de mulâtre. On ne dit pas métis alors. Non, métis. C'est ce qu'on dit souvent. Hein? C'est par abus, par ignorance. C'est un terme générique. Générique, d'accord. Donc pour être plus spécifique, il faut dire mulâtre. Un mulâtre. Un mulâtre ou une mulâtre. D'accord. Donc voilà ce qu'il ça, je ne le savais pas, moi. Merci pour cette clarification, cette précision. Alors, oui, maintenant, on évolue vers le mot créole. Oui, créole, quand on parle de créole, on pense généralement à cette langue-là, qui est le résultat d'un mélange entre le français, l'anglais, les patois mélangés et qui donne un peu le pidgin. Donc c'est ce à quoi on pense d'abord. Mais en réalité, lorsqu'on parle de créole, c'est aussi un blanc né à La Réunion ou aux Antilles, en tout cas dans les dom-toms de la France, les territoires d'outre-mer ou les départements d'outre-mer. Donc les blancs qui sont nés là-bas, ce sont eux, les Français qui sont nés là-bas, ce sont ceux-là qu'on appelle généralement les créoles. Avant que le mot n'étende son sens jusqu'à la langue, ensuite aux populations généralement françaises, qu'elles soient mulâtres, métisses ou autres, nées généralement dans ces territoires ou départements d'outre-mer. Donc voilà ce qu'il convient de retenir par rapport à ça. Mais il y a aussi un terme qui n'est pas très très fréquent, mais qu'on constate aussi en politique et en littérature. C'est le nom qu'on donne
qu'on donnait aux Français qui sont nés en Algérie. Vous savez que la France a occupé et est restée en Algérie pendant des décennies. Et donc, ceux qui sont nés là étaient appelés des pieds noirs. Des pieds noirs. Donc, quand on dit que c'est un pied noir, c'est ça. Il y a aussi un terme qu'il faut aussi rappeler quand on parle de quarteron. Carteron. Carteron, c'est... Carteron, je vois le visage que fait Rachida. Non, allez-y, moi je suis tout oui, hein, je vous écoute. Donc, un carteron, c'est une personne de race blanche qui a quand même un grand-parent noir. Ça veut dire que c'est l'union entre une mulâtre ou un mulâtre et un blanc ou une blanche. Alors, c'est pour dire quoi? Lorsque celui qu'on appelle ou celle qu'on appelle mulâtre va épouser un blanc, eh bien c'est un carteron. Ah d'accord. Ça donne naissance à un carteron. Oui, ça donne naissance à un carteron. Donc ça veut dire que la couleur noire n'est plus très visible, très ostensible, mais il y a des dessins noirs qui sont très têtus, on voit ostensiblement les traces, on se dit ben, ce n'est pas tout à fait blanc. Oui, donc voilà. La couleur ou bien les cheveux. Au niveau des cheveux. Ou au niveau du nez qui est plus épaté que le nez aquilin européen. Ou le nez grec. Donc voilà ce qu'il convient de retenir donc pour... D'accord, voilà donc la différence entre ces trois mots, métis, mulâtre, créole. Alors, oui. À nous aller. Ça suffit, on continue. À nous aller. Alors, comment on dit comment allez-vous en créole? Qui sait comment on dit Ah ouais. J'ai déjà oublié mon créole. Tu as su que tu connaissais. Oui. Patrick Johnson. Alors on dit saoufé. Saoufé. Bon, je ne sais pas si je prononce bien en tout cas. On dit saoufé. Et on répond quoi? Laissez-moi tricher. Hein. Et on répond quoi? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on répond? Je n'y suis pas encore. On dit sakei. Sakei. Bah oui, c'est pour ça qu'on aime Internet. Hein? Ah Internet. oui, voilà. Ça renseigne tellement bien. Allez, Patrick Jossou, à nous aller donc. À nous aller, oui. Et quand on ne veut pas bouger, on ne peut pas bouger. Pas bouger. À nous aller. Cric et crac. Ça rappelle que Doudou moins. Ou Patrick moins. Ou Jean moins. Pour dire mon Jean en fait. Voilà. Mon Jean fondé, c'est très intime. Non, pas du tout. Rachi moins. Voilà. Allez, on évolue. Oui, à nous aller. Alors, on va parler de la prise de parole. On va continuer. Mais nous étions au niveau 6 la fois passée, le niveau 7 aujourd'hui. C'est un niveau qui nous parle de l'importance de la luminosité sur scène, d'accord, et l'importance de la répétition du discours. Donc, les deux sont importants pour pouvoir prendre la parole et rendre la parole. Oui, tout à fait, prendre la parole et rendre la parole. La luminosité, vous voyez sur ce studio, à supposer qu'on éteigne les lampes, les lumières maintenant, le téléspectateur ne peut plus nous voir. Ou bien si la luminosité est faible, eh bien on ne peut pas voir notre visage correctement. Le rendu ne sera pas l'expression du visage. Parce que la communication a besoin aussi des mimiques, de l'expression du visage pour épater et appâter. Et lorsqu'il n'y a pas de lumière distinctement apprêtée pour que le communicateur puisse être bien vu, eh bien on a l'impression que même ce qu'il dit est dans l'obscurité. Quand on dit que c'est parce que la lumière est incontournablement indispensable que le Créateur a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière est ici. Et la lumière est ici. Alors c'est pour dire que quand vous voulez communiquer, il faut tenir compte du moment où doit se produire cette communication-là et essayer de voir le décor pour voir si vous serez bien vu. Au cas contraire, il vaut mieux prendre toutes les dispositions pour que... Et ce n'est pas non plus une lumière mal placée. Vous voyez, quand la lumière est placée, par exemple, comme une caméra en plongée, donc on va voir votre front et le reste devient sombre. Et quand c'est en compte plongée, c'est-à-dire ça vient du bas et puis ça donne une impression bizarre. Donc il faut des lampes adaptées dans tous les coins
pour que le visage puisse être éclairé et même le moindre sourire, le moindre mimique, la moindre mimique puisse être perçu. Oui. On a besoin de ça. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle, c'est-à-dire ce sont ceux-là qui ont besoin d'être en train de regarder celui qui parle afin de retenir ce qui est dit. Oui. Alors, quand on vous regarde et puis on n'arrive pas à distinguer, on a l'impression que ce que vous êtes en train de partager, de dire, est aussi plongé dans l'obscurité. Et donc, voilà pourquoi il est nécessaire de tenir compte de cet aspect-là. Une salle bien éclairée, c'est une salle où on a l'impression qu'il y a la gaieté. N'oubliez pas la pensée de Jean-Louis Ferdinand de Céline, qui dit que l'intérieur de la chambre des pauvres est toujours sombre. Donc, il ne faut pas que votre visage paraisse sombre pour vous mettre dans cette catégorie de personnes à déplorer. Donc voilà, pour la lumière, de toutes les façons, ça fait toute la différence, hein, Patrick Diosso. Un éclairage adapté, forcément, voilà. Ça vous met plus en valeur. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans la vie où on n'a pas du tout besoin de lumière ou peu de lumière ou bien de lumière tamisée. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une présentation en public. Exactement. Quand c'est une présentation en privé, en catimini, donc on n'en a pas besoin. Quand on est en négociation de l'autre côté. Voilà. Quand on a de partager un repas, on n'a pas besoin de lumière intense. Quand on s'amourage, oui, voilà. On n'a pas besoin de lumière intense. Elle doit être légèrement tamisée. Tout à fait. Pour vous donner cette impression de rêverie. De rêverie, une impression onirique. Oui, tout à fait. Pour vous donner envie d'aller au bout de vos idées. Oui. Au bout des idées. Waouh, de ces expressions-là. Elle en a. Grande lumière. Nightclub, pas besoin de grande lumière. Non, pas besoin de grande lumière, oui. Nightclub, oui, ça c'est vrai. Et donc, le second aspect de la prise de parole aujourd'hui, c'est la répétition. Il ne faut pas dire répétition, mais c'est répétition. Parce que répétition, c'est émettre encore, émettre à nouveau des gaz stomacaux concentrés contenus. Donc répéter, ce n'est pas répéter. Donc répéter, c'est péter à nouveau, et répéter, c'est dire à nouveau. Et donc le discours, on avait déjà dit il y a quelques séances, quelques jours plus tôt, qu'il fallait internaliser le discours. Ici, il faut dire avec le temps qu'il faut, il faut s'approprier le discours dans le temps qu'il faut, dans le rythme qu'il faut, dans le souffle qu'il faut même, si on peut parler ainsi, parce que c'est en répétant que vous donnez l'impression d'être naturel. Et vous donnez l'impression aux gens, la vraie fausse impression que c'est vous-même que vous faites sortir. Imaginez, vous prenez des mesures et il faut regarder sur le papier avant de dire, bon, les prochaines fois, petit, c'est ça qu'il faut faire, et vous cherchez. C'est un peu comme si ce n'est pas... Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Donc, il est important de répéter, et je vous vois faire, je vous vois faire. Je ne vais pas dire le secret de coulisses, je vous vois faire. Félicitations à vous. Chez nous, on parle, surtout pour la radio, on parle de mise en bouche. Mise en bouche, oui, voilà. C'est l'expression adaptée. Mettre en bouche le test, il faut répéter le test qu'on veut présenter au public pour pouvoir mieux le présenter. Et quand vous répétez bien votre test, quels que soient les imprévus, quel que soit ce qui se passe, vous vous en sortez toujours. Oui. Ça me rappelle cette fois où j'avais... c'est une mauvaise expérience, hein, mais franchement... J'avais tellement répété le test, en fait, que je l'ai oublié. Aïe. Bah oui, franchement, je l'ai oublié. En fait, le stress était tellement intense. Et le challenge lié à cet exercice ce jour-là était tellement intense que je l'ai oublié. Heureusement que je l'ai écrit moi-même. Heureusement qu'il vient de moi. Et donc, du coup, on trouve toujours des béquilles. Quand le test vient de vous, quel que soit ce qui se passe, vous savez à quoi vous accrochez. Vous savez à quoi vous accrochez. Et je peux vous dire que ce jour, j'ai eu
Ça a été l'une des expériences qui m'ont le plus fortifié, parce que après ça, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup de choses. Oui. Très honnêtement. D'improviser surtout. Oui, ça a été une improvisation, mais tellement bien faite que personne ne s'en est rendu compte. Oui. Mais franchement, il fallait me voir ce jour-là. J'ai eu... c'est un peu ce qui arrive. Comme dirait quelqu'un, j'ai eu chaud. Ah oui. Ouais. Parce que parfois, quand le stress est intense, vous savez, il n'y a même plus de salive dans la bouche. Oui. Vous avez envie de parler, mais vous vous rendez compte que la bouche est... Oui. Pâteuse, vous avez du mal même à articuler. Oui. Et dans ce cas d'espèce, franchement, il faut une parfaite maîtrise de soi pour se sortir d'affaires. Oui. Ouais. Ah oui, c'est pourquoi on dit qu'il faut faire la différence entre piger et répéter. Oui, parce que on peut piger ce qui n'est pas de soi, on peut piger tout, mais la répétition, c'est que les yeux fermés, vous mécanisez, si je puis m'exprimer ainsi, ce qu'il y a à retenir, l'essentiel à retenir, et vous adaptez le ton, la posture, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, un peu comme pour le théâtre, donc vous ajoutez tout votre être. Et hors piger, c'est mnémonique, c'est pour la mémoire. C'est pour la mémoire. Et sans oublier que la mémoire peut vous lâcher. Vous lâcher à tout moment. Et ce que vous décrivez, c'est un peu comme ce qui arrive à ceux qui ont le coup de foudre. Vous avez comme une boule qui vous obstrue la gorge et empêche la parole de sortir avec la puissance qu'elle devrait. Oui, la puissance. Et il y a comme de la colle, à l'intérieur, au niveau du pharynx. C'est une expérience qu'il faut vivre. Bah oui, il faut le vivre. Ça a été une bataille interne, 2 minutes. Oui, 2 minutes seulement, mais je vous assure, ça a été, ça a été terrible, mais heureusement, j'ai su tirer mon épingle du jeu. Et c'est pour cela d'ailleurs que je recommande très souvent aux gens de ne pas trop se mettre la pression. Parce que quand vous mettrez trop la pression, franchement, au dernier moment, on flanche. Ça me rappelle, je ne sais pas si on était ensemble, je ne sais pas si on avait joué ensemble une partie du CID. Oui, au rage, au désespoir, au mini. Voilà. Parce que est tellement pigé que il monte sur scène et puis il démarre de façon tonitruante. Au rage, au désespoir, au vieillesse, mini. Sérieusement. Et il fuit. Et il rentre dans les coulisses. J'aimerais pas être à votre place. Il faut vraiment pas se mettre trop la pression, franchement. Il faut cultiver le lâcher prise, avoir confiance en soi et se dire franchement, voilà. Merci, on poursuit. L'expression du jour, ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, justement. Et on parlait de riz créole, maintenant c'est ventre affamé. Ventre affamé n'a point d'oreille. Eh bien, ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pour dire simplement que lorsque on a faim, eh bien, c'est un peu comme si on devient sourd. Donc, la faim rend sourd à tout discours. Ce n'est pas comme si on devient sourd, on est sourd. Hein? On n'entend plus rien. Parce que lui, là, quand il commence à réclamer, on ne voit plus rien. Hein? Mais franchement, quoi. Eh bien, et l'adage, le proverbe existait et La Fontaine a repris ça pour raconter l'histoire du Milan qui a attrapé le rossignol. Or, on sait que rossignol, quand on dit que vous avez une voix de rossignol, ça veut dire que vous chantez très bien. Avec une voix de cantatrice ou comme un rossignol, je viendrai frapper à ta fenêtre. Ah oui, voilà. C'est tout ce que je sais dire. Oui, mais c'est bien. Eh bien, donc cet oiseau, se retrouvant entre les serres de son prédateur, lui propose un marché. Eh bien, rends-moi la vie sauve et je vais égayer toutes tes journées avec de belles chansons. Il dit, mais moi j'ai faim et toi tu me parles de me faire de belles chansons. Écoute, ventre affamé n'a point d'oreille. Et donc que je ne peux faire autre chose que de te dévorer. Et allant dans le même sens, il y a un auteur, Alphonse Allais, qui dans son ouvrage intitulé Le chat noir dit ceci: ventre affamé n'a pas d'oreille, mais
a un sacré nez. Oui. Bah oui, parce que on n'entend plus rien, mais les narines perçoivent les belles odeurs. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais un sacré nez. Oui. Donc, pour dire que les sens, ce sens-là, il y a un sens qui donne la place à l'autre. Oui. Parce que quand on a faim, eh bien, on perçoit bien les odeurs susceptibles de vous satisfaire. Bien sûr, forcément. On sent bien. Qui viennent d'une nourriture appétissante. Tout à fait. On sent bien cette belle odeur d'un moignon. Ça donne envie. Hein. C'est pas Ghislaine Hadimi qui me dira le contraire. Délice. Donc, allez, on y va, oui. C'est un peu, parlant de faim, on se souvient de cette phrase de Alioune Fantouré dans Le Sec des Tropiques quand il dit que la misère, c'est l'affaire des chiens. Et donc ça veut dire que lorsque la misère atteint un certain degré, la faim atteint un certain degré, on devient moins qu'un animal. On dévore la nourriture. Dévorer, c'est un peu comme si on comparait la personne humaine à un animal. Donc on mange sans retenue. On mange, et même vous avez l'impression que vous pouvez prendre toute la table et avaler afin de compenser quelques bouchées seulement et on se retrouve rassasié. Donc, allez, ventre affamé n'a point d'oreille et vous avez précisé, vous avez continué en disant mais elle a un sacré nez. Voilà, j'aime bien ça. Ventre affamé n'a point d'oreille, mais elle a un sacré nez. Ça sent le riz créole de loin. Hein. Ça sent, comment je vais appeler ça, oh là là, j'oublie le tchèp. Non, bon, je suis pas trop non, pas trop tchèp. Quand on mélange un peu de crin-crin avec du gombo et tout ce qu'il y a dedans, un peu de crabe, un peu de fromage, un peu de tout, quoi. Ça a un nom là, oh là là, ça m'échappe tout d'un coup. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je sais que ma soeur, paix à son âme, quand elle allait à Lomé, me faisait une sauce à la togolaise qu'on appelait bodadesi. Et donc, c'est du gombo mélangé avec légumes, boma et comme ça. C'est appétissant, surtout quand c'est accompagné d'acassa. Allez, ne nous en voulez pas, hein, franchement. Pour ceux qui sont en carême ce matin, ne nous en voulez surtout pas. On y va maintenant pour l'expression du jour. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Oui. Non, pas l'expression, la pensée du jour plutôt. Elle dit ceci: la plupart des gens considèrent que la vie est une bataille. En fait, c'est un jeu. C'est une pensée qui nous vient de Florence Scovel, Chine, c'est ça, hein? Oui, Chine, le jeu de la vie et comment le jouer. C'est extrait du jeu de la vie et comment le jouer. Alors, dites-nous tout. Oui, cet ouvrage, cet essai comporte un certain nombre de chapitres titrés. Et le premier chapitre, et qui fait donc la première phrase de cet ouvrage, c'est la première phrase où elle dit que la plupart des gens considèrent que la vie est une bataille. On le dit souvent, la vie est une bataille, mais elle ajoute qu'en fait, c'est un jeu. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle dit que c'est un jeu auquel on ne peut être gagnant que lorsqu'on maîtrise les lois spirituelles. Et ces lois spirituelles se retrouvent sur deux pans. Le premier point, c'est qu'il faut développer, il faut agir en tenant compte de deux verbes. Le premier, c'est donner et le second, c'est recevoir. Et elle démontre que c'est ce que vous donnez que vous recevez. Si vous donnez la haine, vous recevrez de la haine. Vous donnez l'amour, vous recevrez l'amour. Vous critiquez, vous serez critiqué. Vous trahissez, eh bien, on vous serez trahi. Oui, vous serez trahi. Ça, c'est le premier point. Le second point, elle démontre que nos pensées, c'est avec nos pensées que nous construisons notre vie. Si vous passez le temps à penser du mauvais, vous allez rencontrer du mauvais. Vous passez le temps à penser du bon, vous allez rencontrer du bon. Et elle donne l'exemple de ceux qui... Et elle, en démontrant cela, dit que le destin n'a pas le sens de l'humour. Quand si vous dites, par exemple, je serai veuve, vous finirez par l'être. Si vous dites, j'aimerais bien lâcher tout ça là et aller me reposer dans mon village, même s'il devient pauvre,
vous le deviendrez. Alors, elle nous demande donc de contrôler nos propos, nos comportements, nos paroles pour réussir ce jeu de la vie. Donc, que la vie n'est pas une bataille. Life is not a struggle. C'est ce qu'on dit en anglais. Life is a struggle. Donc, la vie n'est pas une bataille, c'est pas une lutte. Il suffit de récupérer notre pensée, de la reformater. Vous allez à un concours et vous estimez que vous allez échouer. Si j'échoue, c'est ce qui va arriver. Si vous dites que vous allez réussir, eh bien, vous allez réussir. Les filles qui disent les garçons, les hommes sont infidèles, c'est même père, même mère, il n'y a plus de sérieux parmi eux, eh bien, vous tomberez sur un garçon qui n'est pas sérieux. Même s'il était avant votre rencontre, eh bien, il va redevenir comme ce que vous chantez souvent. Il faut dire que celui qui va rencontrer sera différent, il sera exceptionnel. Les garçons qui disent que les filles ne sont pas ci, mais sont ci, sont cela, eh bien, il faut positiver. Parce que c'est ce que vous dites qui arrive. Et j'aurais fini quand j'aurais rappelé que vous allez voir que dans nos traditions, les vieilles qui n'ont mis au monde que des garçons disent souvent, le jour où je vais mourir, je ne vais même pas prendre un comprimé de paracétamol, je vais me laver, préparer, manger, me coucher et puis mourir parce que je ne voudrais pas qu'une bru me voie dans cet état de nudité, de décrépitude. Et c'est ce qu'elles le disent sans faire de cérémonie et c'est ce qui arrive souvent. Il faut y croire. Il faut y croire. Il ne nous arrive finalement que ce que nous pensons fortement, nous projetons fortement. C'est pourquoi je n'aime pas les termes comme béninoiserie, que le béninois est mauvais, que ceci, cela. Il y a de la méchanceté partout. La méchanceté partout. C'est humain. Depuis le début de l'humanité, à travers toutes les civilisations, toutes les époques, eh bien, chez l'homme, c'est le manichéisme. Il y a le bien, il y a le mal. Donc, il faut positiver. Penser que l'autre est là pour faire du bien. D'accord. Vous savez, ce qu'il vient de dire m'est arrivé ce matin même. En me réveillant, j'ai dit, c'est possible que je sois en retard. Parce que là, je me suis réveillé non plus à 4h, mais à 4h30. Et effectivement, même en prenant tout ce qu'il fallait comme énergie pour venir, j'ai failli venir en retard. Et vous avez failli? Oui, il y a eu des circonstances. Vous avez failli? Oui. Mais vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas venu en retard. J'ai failli et j'ai été sauvé par un fan qui m'a vu au beau milieu de la voie et lâché par tous les véhicules qui étaient tombés en panne et qui m'a pris. Il s'appelle William Léo Dia, il est de Bantais. Qui suit l'émission les nuits, que c'est les nuits que lui suit l'émission, pas le matin. Donc je le salue. C'est lui qui m'a sauvé. Franchement. Donc c'est ça. La plupart des gens considèrent que la vie est une bataille. En fait, c'est un jeu. Un jeu de hasard, surtout pas. Non, surtout pas. Il faut positiver et lancer des idées positives. Toujours. Il faut croire au bonheur, il faut croire en l'amour, il faut croire en tout ce qui est bien et beau. Et votre vie va vous présenter cette image. Exactement. Allez, soyez donc confiants, croyez en vous, soyez positifs surtout. C'est le message que nous apporte ce matin le duo Jean et Patrick. Merci à vous pour cette belle note de positivité. Ce sera tout pour l'heure du français de ce jour. Allez, Jean, moi. Patrick, moi. Nous qu'à continuer. Vous qu'à continuer. Un peu de créole ce matin. Surtout ne nous en voulez pas. Allez, chers amis, on se quitte là et on se retrouve la semaine prochaine. Toujours sur l'heure du français. Le débat, c'est dans quelques petites minutes. Je rappelle rapidement la question de ce jour. Le droit d'aînesse a-t-il sa place dans le milieu professionnel? On compte sur vous pour interagir. Surtout, donnez vos avis, vos opinions via nos différentes plateformes, Facebook, Twitter également. WhatsApp, Nadège Sani va nous retrouver dans un moment sur l'heure du débat et elle va relayer vos différents avis. Je vous retrouve juste après cette parenthèse publicitaire.
Merci de nous retrouver sur le forum de discussion de ce jour. Eh bien, on s'intéresse ce matin au monde du travail qui a bien entendu, vous le savez, chers amis téléspectateurs, ses réalités, des pressions, mais aussi des responsabilités. Le droit d'aînesse en fait-il partie? C'est la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que le droit d'aînesse a sa place dans le milieu professionnel? On en débat avec trois invités. André Didier Rouira, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien directeur de cabinet du ministre chargé de l'enseignement supérieur, enseignant, chercheur à la retraite, ancien directeur à la recherche scientifique, ancien conseiller technique à l'état civil du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin. Merci. Alors, juste en face de vous, nous avons le jeune Justino Vieira. Bonjour Justino. Bonjour Rachida. Comment allez-vous? Ça va, la paix de Robusport. Coach de l'entrepreneuriat. C'est ça. Et à côté de vous, une charmante dame, Ghislaine Adimi, journaliste, spécialiste du genre. Bonjour Rachida. Merci d'être avec moi ce matin. Mais tout le plaisir pour moi, surtout quand je me retrouve devant M. Rouira. Oui. Le vieux qui refuse de vieillir, comme j'ai l'habitude de le dire. Pourquoi voulez-vous que le vieux vieillisse? Depuis des années, ce monsieur, je l'ai connu depuis 2001. Et je n'ai pas l'impression qu'il ait pris une ride. Ouais. Je voudrais qu'il partage avec nous son secret un de ces matins. Pourquoi pas? Non, mais Dieu est avec moi. C'est un plaisir d'être avec vous. Ouais, c'est un honneur, franchement, pour tout ce que vous avez donné à ce pays et continuer de donner, voilà, en toute discrétion. On vous dit merci et on vous rend hommage ce matin. Merci d'être avec nous. Alors, Justino Vieira, je vais commencer par vous. Comment peut-on définir le droit d'aînesse? Merci beaucoup pour la question. Et vous savez, lorsque nous voulons définir le droit d'aînesse, il faut l'angler dans deux contextes. Le contexte primitif et le contexte actuel. Au départ, au Moyen-Âge, le droit d'aînesse, c'est d'abord un droit juridique qui accordait de façon prépondérante les biens, l'héritage au fils aîné. Simplement. Et pour l'illustrer davantage, au décès du père ou de la mère, tous les héritiers, tous les enfants ont droit à une part de l'héritage, mais cependant, le fils aîné a droit au double des biens. Parce qu'il est le premier. Parce qu'il est le premier. Donc ça, c'est le sens primitif. Et c'était tellement chéri, c'était tellement convoité, si bien qu'on faisait la transaction, qu'on vendait le bien et le droit d'aînesse. Rappelez-vous que Esau, qui rentrait, faisant allusion à la Bible, à un passage biblique, Esau qui rentrait de la chasse affamé, demandait de la nourriture à son frère, à son jeune frère Jacob, qui était en train de préparer des plats de lentilles. Et son frère Jacob lui dit, c'est vrai, je vais te donner à manger, mais avant, vends-moi ton droit d'aînesse. Vous voyez à quel point le droit d'aînesse était chéri, convoité, et on était même prêt à le vendre, ou on en faisait même un élément de chantage. Donc on disait ça, c'est le sens primitif. Mais plus tard, le droit d'aînesse a été aboli, et néanmoins, au sens coutumier, il est resté. Au sens coutumier. Et c'est ça qui fait l'actualité jusqu'à ce jour. Et plus, ça a migré du cocon familial vers même un champ plus élargi, le champ social. Si bien qu'en famille, en administration, en organisation, vous voyez un aîné, on estime qu'on doit lui accorder des honneurs, des privilèges, parce que c'est un aîné et le droit d'aînesse s'exprime ainsi. D'accord, très bien. Alors, Monsieur Rouira, vous êtes la personne ressource sur ce plateau. Ce matin, au regard de votre parcours très élogieux, au regard aussi des réalités professionnelles que vous avez côtoyées durant plusieurs décennies, est-ce qu'on peut dire que le droit d'aînesse a droit de citer dans l'administration? Bon, moi, je crois que sur ce plan, et ma réponse va être mitigée. D'accord. Mitigée en ce sens que le droit d'aînesse tel que c'est défini, et tel que vient de le confirmer Justino, ouais. Ça existe réellement, mais là, c'est une affaire d'âge. Quelqu'un qui se dit moins âgé que l'autre. Ça peut se retrouver partout, même dans l'administration. On peut retrouver quelqu'un pour dire, oui, c'est mon aîné. D'accord. Je lui dois du respect. Je peux lui demander un certain nombre de choses. Mais généralement, dans l'administration, ce qui prime, ce n'est pas tellement le droit
d'aînesse tel que ça se passe là, il y a cette affaire d'ancienneté et, disons, avec tout ce que cela comporte comme expérience professionnelle. Alors, ça fait que, on peut dire, par exemple, dans l'administration, celui-là, il est dans le métier depuis des années. C'est un ancien. C'est un ancien. C'est un doyen. C'est un doyen, voilà. Un terme que certains, beaucoup n'aiment pas, hein, voilà. Mais bon, un on va ancien, y revenir. Un doyen. Alors là, on le respecte en tant que doyen, en tant qu'ancien, parce que il a une certaine expérience au plan professionnel que vous n'avez pas. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que par rapport au droit d'aînesse, le droit d'aînesse classique, tel qu'on le définit là, tel que je viens de l'entendre, ne s'impose pas forcément au niveau de l'administration. Là, ce n'est pas très régulier, mais ce qui s'impose un peu plus, c'est l'ancienneté. C'est un droit, mais c'est par rapport à votre ancienneté dans le service par exemple. Alors, vous voulez nous dire que ce n'est pas un droit qu'on peut revendiquer en milieu professionnel? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que vous avez beau être plus âgé que moi, si une tâche donnée, et vous êtes plus efficace. Là, vous avez si vous êtes efficace, parce que vous êtes plus âgé que moi, ça, je vous accorde le respect entièrement. Mais lorsque sur une tâche, par exemple, vous ne réagissez pas bien, ça, ce n'est pas une affaire de droit d'aînesse, vous ne pouvez pas revendiquer quelque chose en tant que tel. Mais ce qui prime là, ce n'est pas votre âge, mais c'est la façon dont le savoir-faire. D'accord. Voilà. Alors, Ghislaine Adimi, vous qui êtes dans le milieu professionnel depuis plusieurs années, déjà, est-ce que vous avez le sentiment que le droit d'aînesse donne parfois certains privilèges au sein de l'administration? Merci beaucoup, Rachidat. Oui. Je m'alignerai directement sur les propos de M. Vera pour dire que dans l'administration, non, le droit d'aînesse n'est pas un acquis. D'accord. Le droit d'aînesse ne confère pas forcément les responsabilités. Le droit d'aînesse, on le respecte juste par l'éducation que nous avons reçue chez nous. Et c'est pour ça qu'on reconnaît à l'autre, ah, c'est mon grand frère, je dois savoir lui parler. C'est un devancier, c'est un ancien, je dois savoir lui parler. Je dois savoir, même si je suis responsable plus jeune que lui, je dois savoir comment lui demander des services. Et dans le même temps, quand il n'honore pas, il ne respecte pas son cahier de charge, eh bien, je me dois en tant que responsable, même plus jeune que lui, de lui demander des explications. Et s'il le faut, la sanction qu'il faut. Et il faudrait que ce aîné puisse reconnaître qu'il a failli et qu'il obtempère et qu'il respecte le jeune qui est là en tant que responsable. Ce que nous n'observons pas souvent. Parce qu'en Afrique, et qui plus est au Bénin, où la société est beaucoup plus tournée vers ce genre de situation que nous a expliqué M. Justino tout à l'heure. On a tendance à penser que parce que je suis plus âgé que lui, il doit me respecter. Même dans l'administration. Et on voit des aînés qui disent, ah, lui là, il est venu quand? Ce petit là, il ose me parler comme ça. Tu sais, nous on est là depuis. Il y a des années, nous, ce que tu fais là, on connaît. Donc, du coup, au lieu d'aider ce jeune à évoluer, on cherche plutôt à lui mettre des bâtons dans les roues, alors que c'est soi-même en tant qu'aîné qui avons failli. Donc, du coup, moi, je dis, pour la petite expérience que j'ai, on a déjà vécu ça plusieurs fois. Et parfois, on a du mal à voir des jeunes. C'est vrai, il y a des jeunes, quand on leur donne des responsabilités, qui se prennent pour les boss, et puis là, ils ne respectent plus rien. Et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure d'éducation. Parce que quand vous êtes bien éduqué à la maison, vous savez que l'aîné est là, même si vous êtes son responsable, vous avez une façon de lui parler. Ça, c'est la société qui l'exige. Et si l'aîné ne respectait pas les principes et qu'il ne respectait pas ce que l'administration lui demande de faire, en tant que responsable, vous le mettez devant le fait accompli et avec tout le respect qu'il faut aussi. Mais quand l'autre aussi ne fait pas ce qu'il se doit, il doit savoir qu'il a failli et accepter. C'est peut-être à cette éducation que nous devons désormais amener la société. En fait. Très bien. Oui. Il me semble que vous avez quelque chose à dire. Sinon, Justino Vieira. Alors, finalement, ça veut dire que on va occulter le mot droit d'aînesse et retenir au sein de l'administration plutôt le thème d'ancien, le thème de devancier. C'est vrai. Vous savez, lorsque nous devons apprécier ça dans un regard purement juridique, le droit d'aînesse n'a pas
un pouvoir légal au sein de l'administration. Parce que les 3 éléments qui caractérisent tout contrat de travail, notamment le travail, notamment la rémunération, le lien de subordination n'est pas lié au droit d'aînesse, mais plutôt au respect de l'hiérarchie. C'est de ça qu'il s'agit. Le lien de subordination qui est un élément coercitif, un élément indispensable dans tout contrat de travail, repose sur le respect à l'hiérarchie et non le droit d'aînesse. Par conséquent, on peut donc à raison déduire pour dire que le droit d'aînesse, c'est plus de la bienveillance. C'est plus faire montre d'une bonne éducation reçue. Même si il faut reconnaître que les ultra-royalistes, les conservateurs ne sont pas prêts d'en découdre avec la conception. Et souvenez-vous, si on fait un petit retour dans l'histoire, en 1826, ce sont eux, les ultra-royalistes, les conservateurs qui ont ramené le droit d'aînesse qui plus tard a été aboli en 1892. Tout ceci pour dire que jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, il y a des personnes, je ne veux pas utiliser une expression de Jean Pliard, sinon j'allais dire Jean Pliard qui disait ces féodaux dans leurs accoutrements carnavalesques, ils ne savent pas qu'ils sont grotesques. Vous voyez, donc il y a de cette personne dans la nature. Tu es mon petit, quelqu'un vous dira, tu n'as même pas l'âge de mon Benjamin. Et c'est autant frustrant lorsque vous êtes jeune. Moi, je peux, si vous me permettez, je peux peut-être partager avec vous quelques anecdotes pour davantage faire ancrage sur le sujet. Moi, jeune que j'étais à mon tout début dans l'administration, j'ai eu la chance, je l'appelle ça une chance par la grâce de Dieu, d'avoir des responsabilités relativement pesantes. Et lorsqu'on me dit par exemple, Justino, tu as le devoir de veiller à la ponctualité. Si la marge de retard ne se réduit pas, c'est de ta faute. Et je dois alors discipliner, je dois alors ramener mes aînés, des doyens qui ont l'âge de mon père ou peut-être même de mon grand-père. Et habitués au retard. Et habitués au retard, on me demande, moi, tout jeune, de les discipliner. Vous voyez? Et ça, on le vit souvent au collège, quand on est responsable de classe. Il y a des gaillards qui sont là, qui ne veulent pas vous respecter. Et là, tu as du mal quand le doyen vient en retard, tu veux aller dans son bureau, mais tu te trompes pas 2 fois, tu réfléchis, tu fais un peu comme une révision de ce que tu iras lui dire. Vous savez, c'est bizarre. Et puis on trouve des mots, très très doux. Le patron n'est pas d'accord avec vous, il vient de m'appeler, il vous a vu dans la caméra. On trouve tellement de manie, d'élégance pour habiller son langage. Mais ça, c'est quand on est bien éduqué. C'est quand on est bien éduqué. Parce que, logiquement, on est en milieu professionnel. Si vous ne respectez pas les règles préétablies, on devrait pouvoir vous le dire sans chichi. Mais à un moment donné, j'ai été récupéré par mon chef. Je ne vous le dis pas. Mais avant de vous le dire, deuxième chose, on me demande au service comptabilité, avant c'était service ressources humaines, mais lorsque j'ai été affecté dans un service comptabilité, on me demande s'il y a des retards de salaire, d'informer le personnel, d'aller les informer. Donc le doyen qui attend déjà son salaire à une date précise et on te demande, toi jeune, d'aller lui dire que écoute, tu n'auras pas ton salaire, il faut attendre peut-être le mois prochain. Vous voyez? Et chaque fois mon chef dit, mais chef, pourquoi c'est souvent à moi vous donnez, tu peux le faire, tu es capable, je ne te choisis pas par hasard. Bref, un jour, toujours voulant respecter le droit d'aînesse, on était en pleine réunion, mon directeur me donne la parole, il dit non, je laisse d'abord le doyen. Il dit, mais écoute Justino, nous sommes ici dans l'administration, il n'y a pas de droit d'aînesse ici. Nous sommes ici dans l'administration. Vous voyez? Donc voilà autant d'éléments et autant de cas qui justifient un peu le droit d'aînesse comme problème dans certaines administrations. Vous voyez? Et donc finalement, il faut se résoudre à considérer fermement que le droit d'aînesse c'est plus un état de bienveillance, un état de bonne éducation, un vouloir de démontrer son égard envers un aîné, mais au plan juridique, de façon formelle, ça n'a pas droit de citer. D'accord. Oui, monsieur Rora. Non, je crois que... Est-ce que vous avez aussi des exemples, des anecdotes je ne sais pas, des exemples à nous donner de situations conflictuelles peut-être nées du fait que deux personnes, n'est-ce pas, qui sont, on va dire, qui sont à 2 niveaux différents, se sont peut-être, je ne sais pas, crêpé le chignon à cause de certaines raisons que nous ignorons. Je crois que moi, ce qui m'a, par rapport à ce que vient de dire Justino, moi, ce qui m'a marqué par rapport à cette situation, c'est un peu comme j'étais dans l'enseignement secondaire. D'accord. Au tout début, et j'ai eu également la chance, tout jeune professeur certifié de l'époque, d'être nommé conseiller pédagogique, compte tenu de mes résultats à l'école normale, tout cela. Et mon rôle de conseiller pédagogique consistait aussi à aller
voir en situation de classe des enseignants. Et vous savez, par rapport à ces enseignants, il y avait des gens plus âgés que moi. C'était des gens même qui étaient à 10 ans de la retraite, sinon ils sont en tout cas des gens plus âgés. Bon, il fallait les inspecter. Il fallait aussi aller les contrôler, les inspecter, leur donner des conseils. Alors, je me présente dans tout jeune, tout frais. Tout frais. D'abord, l'enseignant était en retard, j'étais obligé de l'attendre. Mais après, quand ça a commencé, bon, en tout cas, ça ne s'est pas bien passé. Ça ne s'est pas bien passé. Bon, finalement, il a semblé me menacer. Et moi, mon âge, je viens le contrôler alors que. Alors, cela fait que, effectivement, il faut qu'on puisse dire qu'au niveau de l'administration, cette affaire de droit d'aînesse, là, n'a pas son sens. Mais en réalité, ça crée tellement de problèmes, hein, M. Roura. Oui. Et mais on en parle encore. Oui. Ça crée tellement de problèmes. Vous en parlez, il y a des souvenirs qui me viennent à la tête. Mais comment on fait finalement? Parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus jeunes. Il faut le dire. Oui. Aujourd'hui, à 16 ans, le bonhomme, le jeune, il a déjà son bac. À 20 ans, il a déjà son master. À 21, 22 ans, il travaille déjà. À 23 ans, 24 ans, vous les voyez, ils sont déjà directeurs, ils sont à des postes. Mais c'est des choses, et non des réalités que... Ils sont très jeunes aujourd'hui à être chefs d'entreprise. Avec la facilité de création d'entreprises aujourd'hui, les jeunes ont compris le système et créent des entreprises. Donc, ils sont d'office responsables de leur entreprise. Et comme ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils sont obligés d'engager des gens. Et parfois, c'est des gens plus âgés qu'eux. Et comment faire tourner cette boîte si on doit forcément mettre le droit d'aînesse devant? Certains qui sont, quand ils ont besoin de l'emploi, ils sont tout humbles. Tout humble, tout disposé. Mais dès qu'on leur donne l'emploi, même l'agent d'entretien qui est plus âgé que toi en tant que boss, tu lui demandes de venir nettoyer l'eau qui est dans ton bureau. Il trouve que Vic Béviénéo, ce petit enfant d'hier là seulement. Et pourtant, c'est son travail. C'est son travail, c'est son gagne-pain. Et ça crée tellement de problèmes, comme vous l'avez dit, Rachidat, qu'on se demande franchement, est-ce qu'il n'est pas temps, dès qu'on veut mettre une administration réellement de façon compétitive, on veut mettre l'administration au top, il faut mettre le personnel déjà, l'informer de ce que, ici, nous sommes en administration. Et tel chef, il n'y a pas de petit chef, comme on le dit, grande impévia. Le chef doit être respecté, la hiérarchie doit être respectée, quel que soit l'âge. Donc, chacun doit respecter son couloir. Et qu'on menace peut-être, en tout cas avec les tests et les règlements, on sache que chacun sache que s'il marche sur la plate-bande de l'autre, et qu'il ne respecte pas son cahier de charge, il peut être puni, même pas le plus petit, parce que c'est le plus petit qui est chargé de le punir. Et tant qu'on n'établit pas ça, on ne va pas s'en sortir. Et il faudrait aussi que les jeunes se disent, je suis responsable, je dois honorer mes responsabilités. Mais en le faisant, en toute humilité, reconnaître aussi que l'autre est aîné et savoir, parce que ce n'est pas parce que je suis chef que je dois tout le temps hausser le ton sur l'aîné. On peut donner des ordres, mais de façon douce. On peut donner des ordres, s'imposer avec de la manière. Tout simplement, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de manquer de respect. Ça aussi, c'est toujours l'éducation. Donc, il faudrait sincèrement... Vous avez des anecdotes? Ah oui, personnellement, parce que, il faut le dire, nous sommes dans un milieu... Moi, de frustration permanente. Non, c'est pas ici, hein, c'est partout au monde, le milieu des médias. Exactement. Moi, je veux dire, mes premières années dans la profession, j'ai commencé avec des responsabilités en tant qu'attaché de presse d'abord et puis chargé de communication. Et je me retrouve dans l'administration au ministère de l'Éducation notamment, où il n'y a que des aînés, de grandes personnes. Et comme M. Ouel a dit, ce n'est pas un milieu facile. Et des gens qui vous menacent à la rigueur. Et si vous n'avez franchement pas de la trempe, vous n'allez pas pouvoir supporter. Parfois, vous avez peur. Un exemple, quel est... C'est-à-dire, d'abord, en tant que responsable, vous devez être, par exemple, au conseil d'administration, quand le CODI doit se réunir. Mais on vient vous dire, dès qu'il y a un sujet vraiment pointu, et on sait que c'est vous qui avez peut-être la charge on dit, ah non, elle n'a rien à faire ici. C'est une petite... On m'a dit ça clairement comme ça, au CODI, au ministère de l'enseignement maternel et primaire dans le temps. On me l'a répété aussi au ministère des Sports dans le temps. Mais il a toujours fallu à un moment donné
qu'on s'impose, que je m'impose pour dire non. Par rapport à telle situation, c'est mon devoir, c'est mes responsabilités. Et si on ne le fait pas, moi j'abandonne. C'est ce qu'il m'a fallu faire à un moment donné. Et même ici aussi à l'ORTB, j'ai eu déjà à vivre de ces genres de situations. En tant que responsable d'une émission, j'étais obligée à un moment donné de dire à une aînée, ben, écoute, si je t'appelle Dada Dada tout le temps, c'est pas parce que c'est pas par rapport à l'administration, c'est par rapport au respect que j'ai. Parce que on parlait, on discutait et elle voulait rien comprendre, disait, moi avec toute mon année d'expérience, avec l'âge que j'ai maintenant, là, je ne peux plus commencer à courir à gauche. Elle dit, ben, je suis désolée, ce sont tes responsabilités. Elle me dit, non, que je n'ai pas à lui parler comme ça, qu'elle est mon aînée. Elle dit, oui, si je t'appelle Dada Dada, c'est pas parce que, c'est parce que j'ai eu une éducation qui reconnaît ça. Mais ici, on est en administration. Et je dis, ça, c'est ta charge, tu dois le faire. Elle m'a trouvé que je lui ai mal parlé. Et j'ai appris après qu'elle allait se plaindre de tout ça. Et quand on m'a appelé, j'ai dit oui. Et j'ai exposé le problème. Donc, c'est des choses qui arrivent. D'accord. Et quand on n'a pas vraiment de la trame, quand on n'a pas de la retenue, on n'arrive pas à gérer. Et c'est aussi une question de culture d'humilité. Ouais. Que ce soit de la part du jeune ou de la part de l'aîné. Et c'est à ça, à ce bon sens d'humilité qu'on doit appeler les gens. Est-ce qu'on est même obligé, M. Rouira, au sein d'une administration, d'appeler son collègue ou sa collègue Dada ou Fofo? Est-ce qu'on est pas une obligation? Non, aussi âgé soit-il. On n'a pas besoin de Fofo, Dada, Pépé, Patrick. Doyen. Non, on n'en a pas besoin dans l'administration, réellement. Et il s'agira surtout pour le jeune, par exemple, qui a eu la grâce, qui a connu la grâce d'être nommé à un poste de responsabilité. Il s'agira pour lui de diriger en toute responsabilité, de savoir qu'il a un pouvoir, qu'il doit exercer effectivement en toute bonne éducation et en toute humilité, mais l'exercer quand même. Moi, je me plais toujours à dire que, bon, quand j'étais par exemple directeur de cabinet, je n'étais pas le plus gradé des enseignants du supérieur. Pas du tout. J'étais même loin, ça il faut le dire franchement. Et certains même disaient, bon, lui il sort d'où pour qu'il soit directeur de cabinet? Je dis non. Écoutez, je suis le vice-ministre. Vous avez beau être tout ce que vous êtes là, comprenez qu'aujourd'hui, je suis votre chef. Et respectez-moi en tant que chef. Quelle que soit la façon de toutes les façons, moi, j'ai assumé mes responsabilités. Qu'importe les aigreurs. Voilà, j'ai assumé et dans l'humilité, dans la loyauté, dans la bonne éducation. Mais quand il s'agit de prendre mes responsabilités, je n'hésitais pas à les prendre. Mais il faut aussi évoquer ce cas, parce qu'il y a des jeunes, quand ils sont promus à des postes de responsabilité ou quand ils ont le mérite, n'est-ce pas, d'être appréciés par, on va dire, les chefs, se prennent pour les papes du fesse. Il y a aussi, les fesses du pape, pardon. Il y a aussi ces jeunes-là, il faut oser le dire, qui ne... Parce que quoi qu'on dise, M. Rouira, au sein d'une administration, même si le droit d'Aînesse n'a pas droit de citer, il y a que le respect doit s'imposer. Il faut respecter quand même son aîné d'une certaine manière, Justino Vieira. Bien sûr. Ouais. J'imagine que vous en avez aussi connu. Bien sûr. Ces jeunes imbus. Non. On a tous, nous sommes dans le même environnement social. Ce sont des réalités que nous côtoyons au quotidien. J'ai encore en mémoire, on se souvient comme si c'était hier, le cas d'un collègue. On était tous les jeunes dans l'administration et le chef, le directeur dont je parlais tout à l'heure, avait une admiration relativement particulière pour nous et il nous appelait sans prendre par notre supérieur hiérarchique. C'est celui dont nous relevions directement. Donc il nous appelait, il nous confiait des responsabilités. Mon collègue, lui, s'en va. Et quand son chef l'appelle, son supérieur hiérarchique l'appelle, je suis en mission pour le directeur. Le directeur m'a envoyé. Mais moi, avant de partir sur le terrain, je revenais toujours demander et informer mon supérieur hiérarchique. Le directeur est en train de me... Même si je ne rentrais pas dans les détails, dans le contenu de la mission, en raison de la sensibilité, mais j'informais tout de même. Par considération pour lui. Important, en fait. Par respect de l'hiérarchie, toujours est-il. Et donc, il est venu au moment où on devait demander la permission pour aller composer parce que pendant qu'on était en administration, on poursuivait toujours les études. Je dirais qu'on était tout jeune. Donc, on devait introduire une demande. Nos demandes respectives ont été déposées au secrétariat, mis dans le paraffin, envoyées au directeur et le directeur a fait à nos chefs services.
Et pour mon collègue, il le lui envoie spécialement. Il dit, mais pourquoi le directeur m'envoie ta demande de permission? Mais va le voir directement. Puisque il m'a souvent... Il t'a souvent sollicité, tu ne m'informes pas, mais pourquoi ta demande vient vers moi? Mais va le voir pour qu'il t'autorise à t'absenter. Et pendant ce temps, sur moi, ma demande, il m'est autorisé pour tel nombre de jours. Vous voyez? Donc, quand nous prenons ce cas, le jeune se met dans un fauteuil douillet, il se met tout confortable, estimant qu'il est dans l'escarcelle, l'intimité du directeur. Par conséquent, il n'a plus besoin de personne d'autre. Toutes les bénédictions, le miel et l'eau viennent du directeur, donc il n'a plus besoin de... Mais lorsqu'il arrivera des moments de la notation, de situer des responsabilités, ce n'est pas d'abord le directeur, c'est le supérieur qui va remonter ça au niveau du directeur. Quand on t'envoie... Mais comme me le dit souvent quelqu'un, lorsque vous avez le pouvoir... Ayez exercé le pouvoir, mais sachez que le pouvoir prendra fin un jour. Et sachez qu'à tout moment, le pouvoir peut se retourner vers vous. Je ne vais pas donner des exemples. Sinon, l'histoire de notre pays nous donne tellement d'exemples, je ne vais pas aller sur cette piste-là. Quand il faut savoir t'envoyer aussi. Voilà. C'est finalement, franchement, on se rend compte que c'est finalement une question aussi d'éducation à la base. C'est une question d'éducation. Parce que quand je prends l'exemple de Justino Vieira, il aurait pu agir autrement s'il n'était pas bien éduqué. Et c'est parce qu'il est bien éduqué, justement, qu'il sait qu'il est vrai qu'on m'a confié une responsabilité, mais je ne dois pas occulter le fait que j'ai un supérieur hiérarchique direct. C'est ça. N'est-ce pas, M. Roura? Oui, moi je crois que c'est effectivement une affaire d'éducation de base. Vous êtes responsable. Bon, il y a des jeunes qui sont responsables, il y a des anciens aussi qui sont responsables. La responsabilité, c'est au mérite. C'est au mérite. Bon, alors, lorsque vous n'avez pas l'éducation qu'il faut, vous avez tendance à vous gonfler la tête. Et vous vous dites, bon, c'est tout ça, sachant très bien que lorsque il a dit quelque chose de très important, et avec des amis, on se dit, mais le jour où vous êtes nommé, par exemple, à un poste de responsabilité, commencez par penser au jour où, dans les mêmes conditions ou dans les mêmes formes, on va vous décharger. Et généralement, même, c'est quand vous avez la chance que vous faites 2-3 ans, hein, et bon, nous, on en a fait beaucoup plus, ben, c'était une grâce. Sinon, réellement, c'est quelques années après. Donc, ça veut dire que le pouvoir, il faut savoir l'exercer. L'exercer, d'accord, mais savoir l'exercer. C'est dans le savoir l'exercer, là, que la dose d'humilité, la dose de respect pour l'autre. Mais le respect, même, ce n'est pas vis-à-vis seulement de l'aîné. C'est également vis-à-vis même de celui qui est moins âgé que vous. Ouais, exactement. Le respect, c'est dans les deux sens. Bon, et vous devez rester dans le sens strict du travail de l'administration. Il n'y a pas de confusion à faire. Donc, moi, je crois que autant, effectivement, nous disons que le droit d'aînesse n'a pas droit de citer officiellement ou ne s'impose pas dans l'administration, mais nous devons quand même comprendre que lorsque nous sommes appelés à exercer une responsabilité, nous devons l'exercer dans l'humilité. Et cela vous ouvre même d'autres portes. Cela vous ouvre d'autres portes. Lorsque vous, dans votre administration, les gens se sentent respectés, quel que soit leur âge, quel que soit leur niveau, ils sympathisent avec vous. Et la collaboration, la collaboration est beaucoup plus fluide. Vous comprenez un peu. Mais lorsque la collaboration... Et vous montrez aussi à quel point vous êtes un bon manager. Voilà, tout ça. Vous êtes apprécié. Le jour même, vous quittez, alors les gens sont vraiment... On regrette... Ils regrettent de vous avoir perdu. Je crois que nous devons, autant que faire se peut, lorsque nous sommes responsables, penser à l'après-responsabilité. Faire de telle manière que, même quand nous quittons, les gens puissent quand même regretter de nous avoir... Ghislaine qui est là, et on s'est connus depuis, j'étais même directeur adjoint de cabinet, mais nous avons gardé les mêmes rapports. Dès qu'elle m'a vu tout à l'heure, elle ne savait même pas que j'allais être là, mais elle était très contente de me voir. Justino, tout ça. Pourtant, c'est mon jeune frère, pour ne pas dire mon fils. Hein? Donc, moi, je crois que tout est une affaire, effectivement, d'éducation de base. L'autre côté, par exemple, vous avez un service à demander dans une administration. Vous connaissez très bien le directeur. Vous connaissez très bien le directeur. C'est un frère, c'est un cousin, c'est un grand ami, tout ça. Bon, vous n'êtes pas tenu pour
qu'on vous rende ce service-là, d'aller nécessairement voir le directeur. Parce que le directeur ne peut pas vous rendre, généralement, lui-même ne peut pas descendre de son piédestal pour venir vous rendre service. Il doit vous recommander à quelqu'un d'autre qui est tout à fait à la base. On est d'accord. Autant donc commencer par la base là, et peut-être maintenant informer le directeur que bon, à tel niveau, j'ai déjà voilà, et lui, il vient chaud là. Ça, c'était juste une contribution que j'ai voulu mettre au cours de ces débats. C'est très important pour éviter de subir ce que l'ami de Justino, le collègue de Justino, a subi. Pour ajouter à ce que M. Ruiha a dit, je dirais plutôt aussi que c'est non seulement une question d'éducation, mais c'est aussi une question de méconnaissance. Parfois, certains jeunes, tout jeunes qu'ils sont, dès qu'ils ont une certaine responsabilité, ils oublient vite d'où ils viennent. Et la société a tout fait quand même aussi de corrompre l'éducation sociale de base. Donc, ce qu'il faut peut-être, c'est demander aujourd'hui, comme on a des coachs partout, de pouvoir nécessairement organiser des séances. Voilà. De l'entrepreneuriat. Il faut que déjà au sein des entreprises, qu'on essaie peut-être le système d'éducation sociale ou peut-être au cours d'une semaine, 1 heure d'éducation sociale, de rencontre avec le personnel pour revenir sur ces petites bases. Parce que qu'on le veut ou non en administration ou en société, on forme aussi déjà une famille. Ce qui fait que parfois les habitudes qu'on a à la maison, le DA, comme chez M. Ruiha par exemple à Abomey, où le DA veut forcément se faire respecter, celui qui vient de la lignée royale a déjà ça dans le sang et attend forcément des reconnaissances. Donc ça crée des susceptibilités déjà. Il se dit, voilà. Donc du coup, ne serait-ce que... quand il vient au boulot, je vois l'image même d'ici déjà. En fait, le bonhomme qu'on respecte chez lui à la maison, qu'on appelle Da respectueusement, on s'incline devant lui à la maison. Quand il vient au boulot, c'est un jeune de 25 ans là, tout petit, tout jeune, qui lui donne des ordres. Il se dit, mais donc, attends. Il suffit juste de créer le climat de communication, d'échange et de rappel de ces petites règles de base. Vous êtes là à la maison, mais ici, en tout respect, en toute humilité, on vous reconnaît votre dame, mais on est obligé de faire ceci, de faire cela. Et de savoir remettre les gens. C'est la méconnaissance parfois qui fait qu'on n'arrive pas à respecter les règles dans l'administration. Et quand on parle de droit d'aînesse, ça me fait aussi penser à ce chef qui pense que la secrétaire est un sous-fif. À ce chef, qu'il soit âgé ou pas, et qui pense que, comment dirais-je, l'agent d'entretien, quelqu'un qui peut marcher. Donc tout ça aussi, c'est des frustrations. Il en fait des sous-douleurs. Donc des petites situations de frustration qu'on pourrait éviter si on crée le climat de communication, d'éducation. Ça va créer forcément une bonne ambiance de travail, comme le disait tantôt M. Ruiha. Très bien. C'est de cela que je parlais. Et la collaboration. Dans une entreprise, dans une administration, la forme de collaboration qui est mise en place. Mais cela est toujours imprimé par le premier responsable. Le premier responsable, il lui revient nécessairement d'imprimer la bonne collaboration. Alors la bonne collaboration, et ça éloigne la méfiance, par exemple. Ça éloigne la méfiance. Même la fluidité dans le service. Vous allez constater par exemple que lorsque des instructions sont données, c'est le grand patron qui donne aux autres directeurs ou aux chefs de service, ça se respecte, ça se passe rapidement. Alors que s'il n'y a par exemple pas cette bonne collaboration, parce qu'on dit, ce directeur-là, voilà, il est revenu, il va commencer à crier sur tout le monde maintenant, ce chef-là, il est revenu, il va commencer à crier sur tout le monde, ça joue un peu sur le rendement au niveau de l'administration. Alors, alors que si tout se fait normalement, dis donc, cher ami, où est-ce qu'on en est pour tel dossier? Chef, ça va venir tout de suite, et ça se fait comme ça. Plutôt que ce soit un directeur qui est méchant, qui est prêt à battre tout le monde, tout ça là, non.
Je crois qu'il y a éducation, il y a tout ce qu'on dit là. Le chef que les collaborateurs qualifient de demi-dieu entre eux, voilà. C'est pas du tout... Allez, nous avons également posé la question aux internautes. On va recevoir Nadège Sani. Et la question du jour, elle est celle-ci. Le droit d'aînesse a-t-il sa place dans le milieu professionnel? Justino Vieira, je vous voyais prendre des notes avec beaucoup de sérieux là. Vous savez, les coachs ont été interpellés. Je pense que c'est déjà un travail, un chantier sur lequel nous sommes. Vous avez tous vu certainement l'élément, c'est passé à vos écrans. Il y a juste une semaine, c'est pour ça que je dirais on est parti former les dirigeants d'unités de transformation de soja. Donc pour dire qu'il y a quand même des modules tels que les relations interpersonnelles, tels que la culture d'entreprise. Il y a même un module qu'on appelle le coaching du dirigeant. Autant d'éléments que nous avons dans notre package en tant que coach pour former les chefs d'entreprise, former le personnel et instaurer une culture de bonne ambiance, de bonne interaction au sein des entreprises. Bonjour Nadège. Bonjour à vous Rachida. Comment tu vas? Je me porte très bien. J'espère que ça va aussi. Bah oui, ça va, on fait aller. Les internautes, qu'ont-ils dit ce matin? Alors, Rachida, bonjour à vous, chers téléspectateurs. L'opinion des internautes est partagée sur la question de ce jour. Ousmane Afoujoulé estime que le droit d'aînesse en milieu professionnel n'a pas sa place. Le milieu professionnel n'est pas une maison familiale. Il a été précis, carrément. Mathis Morgan partage ce point de vue. Il nous a laissé ce commentaire. En toute objectivité, c'est non. En milieu professionnel, il faut privilégier la compétence. Bokor Roland Caliste pense qu'en milieu professionnel, ce principe n'est généralement pas applicable car les promotions et les responsabilités sont habituellement basées sur le mérite, l'expérience et les compétences. Par principe, je respecte tout le monde au service sans tenir compte de l'âge. Laurent Kododoé estime que le droit d'aînesse devrait être respecté en milieu professionnel car nous avons été éduqués ainsi dans la société africaine. Ton grand frère ou ta grande sœur demeure tes aînés, quel que soit le milieu. Nda Jacob Tawema est du même avis. Il nous dit que le droit d'aînesse a bel et bien sa place en milieu professionnel. Étant africain, on devrait éviter de vouloir copier l'Occident. Si tu es PDG et ton vigile est plus âgé que toi, tu dois le respecter. Selon Né pour briller, si le droit d'aînesse n'existe pas, il n'y aura jamais un fil que la nouvelle génération pourrait tisser. Vanita Mielleuse estime qu'en milieu professionnel, le droit d'aînesse n'a pas sa place. Elle poursuit en disant que chacun se contente de son grade et de sa place au boulot tout en respectant la hiérarchie. Ebenezer Adinanon a aussi laissé un commentaire sur notre publication. Il nous dit « Le droit d'aînesse, bien qu'important dans les traditions familiales, ne devrait pas primer en milieu professionnel. Les compétences, le mérite et l'efficacité doivent être les seuls critères de progression. Valoriser l'ancienneté sans tenir compte des performances freine l'innovation et limite l'émergence de nouveaux talents. » Voilà, Rachida. Oh là là, et quelqu'un qui dit c'est le nom de quel village? Franchement, les avis des internautes, pardonnez, un gros chat dans la gorge, rejoignent un peu nos avis sur ce plateau. Hein. Monsieur Rura, le boulot, mais le boulot, le service, c'est pas la cour familiale. C'est pas la maison familiale. C'est pas la maison familiale. Et tu quittes le boulot, tu vas à la maison pour être ton dard ou bien ton chef de famille, tout ce que tu veux là. Mais au boulot, tu as un chef, tu as un certain nombre de chefs, quoi, selon les choses. Ça, je crois qu'il faut qu'on soit sûr. J'ai même pensé aussi à une situation. Nous sommes au mois de mars où on parle de questions de respect des droits de femmes, de violence basée sur le genre. Est-ce que vous savez que parlant de droits d'aînesse, puisque l'homme se croit le chef super tout puissant et l'impose à la maison, il y a certains hommes au boulot qui ne respectent pas du tout la femme. L'autorité d'une femme. Ils se disent non. Je suis l'homme, elle ne peut pas me parler comme ça. Et certains le disent encore, je le dirai en fond, puisque ça passe, c'est beaucoup plus le fond qui se passe sur nous.
nous les côtés que c'est moi la femme que j'ai à la maison ne peut même pas oser me parler comme ça et elle vient me parler comme ça. Elle me défie. Donc ils oublient que ici c'est le cadre professionnel. C'est ça les gros problèmes que moi, en tant que femme, j'ai eu en administration quand je travaillais au ministère. Et dès mes débuts ici aussi, il y a certains hommes qui n'aiment pas que la femme parle là où ils sont en train de parler. C'est vraiment difficile. Donc il faudrait qu'on puisse éduquer les gens à comprendre que nous ne sommes pas... L'administration n'est pas la maison familiale. Non. Donc, là où tu donnes des ordres à la maison, tu ne pourras penser que tu pourras le faire au boulot. Et la femme peut être chef service. La femme peut être directrice. Et les femmes souffrent beaucoup de ça. C'est le lieu de le préciser. Les femmes souffrent beaucoup de ça, surtout quand elles sont nommées chefs. La plupart du temps, les hommes ne les respectent pas. Et d'autres femmes aussi. Et on trouve toujours des raisons pour justifier la nomination. Soit dit en passage, c'est peut-être un droit de cuissage, c'est peut-être j'en sais rien, alors qu'au sein des administrations, il y a des femmes qui en valent la peine, il y a du mérite, il y a des femmes qui travaillent, voilà, qui couchent pas, elles sont pas toutes donc, des maris. Donc tant qu'on ne met pas les limites sur cette question de droit d'aînesse en administration, ces gens de frustration, ces gens de problèmes vont se poursuivre et quand ça va se poursuivre, c'est pas évident que nos administrations soient réellement performantes. Mais Ghislaine, il y a des gens, soit dit en passant, je ne sais pas si c'est à cause du droit d'aînesse ou quoi, quand on te voit, on dit bonjour maman. Oui. C'est quoi ça? C'est une façon de te payer avant l'âge. Mais non, de précipiter la vieille. Est-ce que c'est au nom du droit d'aînesse là qu'au boulot on va te dire bonjour maman? Pourquoi? Il n'y a pas de maman, papa au boulot. Il n'y a pas de maman, papa au boulot. Pas du tout. Et même nous, tonton, tata ou bien doyenne, non, mais franchement. Et même dada, quoi. Et même dada, non. Je pense que quand doyen encore. C'est pour dire, c'est mon aîné. C'est mon aîné au service. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein, monsieur Rora. Non, s'ils n'aiment pas. C'est comme son aussi, ça vieillit. Oui, mais franchement. Ils ont peut-être leur raison. Sinon, bon, quand te disent doyen, ça veut dire, il t'accorde sa place. Tu es son devancier dans la profession, dans l'administration. Ce n'est pas la même chose que maman ou papa, maman. C'est vrai qu'on n'aime pas trop qu'on nous rappelle qu'on est déjà assez vieux. Non. C'est une grâce aussi. Il faut bien porter son âge. Mais il faut pouvoir, quand vous appelez doyen, ce n'est même pas là le problème. Il faut pouvoir le mériter. Exactement. Il faut pouvoir le mériter. Si par exemple c'est le doyen qui est toujours en retard. Il ne mérite pas ça. Non, il ne mérite pas le doyen. Parce que le doyen doit donner l'exemple. C'est vrai qu'il doit avoir honte. Quand il ne donne pas l'exemple. Je dis aujourd'hui, beaucoup de responsables ne donnent réellement pas l'exemple. Moi, je dis ceci. Pendant que moi, j'assumais, les gens peuvent dire, ceux qui me voient peut-être à la télé, si je mens, ils vont le savoir. J'étais toujours pratiquement le premier à être au ministère en tant que directeur de cabinet. Le premier à être au ministère, je me réveillais tôt, déposais mes enfants, j'allais au bureau. Mon chauffeur ne vient pas me chercher à la maison. On se rencontre au boulot. Vous comprenez? Alors, les directeurs ont fini par comprendre que, voilà, ce DC-là, il est chaud là. Je me rappelle toujours qu'un jour, le DPP, il était en retard. Alors, pour que je ne le vois pas, il est descendu de son véhicule, il s'est faufilé dans les trucs là pour aller, parce que je l'attendais justement, pour dire qu'il était là depuis. Bon, mais quand j'ai compris que lui-même déjà a compris la gravité de cela, je ne suis plus allé sur cela. Moi, je n'appelais par exemple pas un directeur sur son téléphone portable. Je vous appelle sur votre ligne du bureau. Ou par mail. Vous êtes là. Donc ça veut dire quoi? En tant que responsable, il vous revient de donner l'exemple. D'accord. Un responsable qui ne donne pas l'exemple, il n'en est pas. Il ne mérite même pas le respect. Voilà, il ne mérite pas le respect. D'accord. Voilà. Très bien. Sur les appellations, des appellations d'amitié, fofo, dada, des appellations d'affection, je peux dire ainsi, ce n'est pas ça influent dans les relations. Et je pense que si on peut déjà entrevoir un peu les avantages et inconvénients du droit d'aînesse. L'avantage de l'observation du droit d'aînesse en administration, ça vous facilite beaucoup de choses. J'ai un doyen, un aîné, auprès de qui je m'aborde souvent à mes heures perdues, M. Ronclos Massonin, je lui rends hommage. Il dit,
Quand tu es en administration, tant que tu as ton chapeau en main, les portes seront toujours ouvertes. Tant que tu as ton chapeau en main, les portes seront toujours ouvertes. Lorsque vous êtes dans une administration, peu importe votre âge, et vous observez du respect, moi je me rappelais quand j'étais tout jeune, à mon père, enfant même, je voyais mon père appeler tout mon chef. Et un jour, je lui ai demandé, mais papa, finalement, toi, tu n'es chef de personne dans l'entreprise. Tout le monde, chef. Il dit non, en administration, c'est d'abord comme ça. Bref, je disais, ce n'est pas sans influence positive. Ça vous permet... Les tests n'organisent pas tout. Les tests ne prévoient pas tout. Ouais. Donc, si on doit rester, on dit le droit, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, tu poseras des problèmes, des situations qui ne sont pas prévues, mais qui ne sont pas disposées par le droit. Et là, c'est l'intime conviction de la personne qui va agir. C'est l'émotion de la personne qui va résoudre le problème. Et quand nous parlons de l'émotion, ça dépend également des honneurs, de la considération, du respect que tu lui rends, que tu lui voues. Donc, et ces appellations affectueuses dénotent du respect. Mais attention, lorsqu'on voit que cela commence par être effet de possession de la personne, il se voit déjà sur ces deux chevaux. Oui, appellation, oui, mais pas papa. Maman. Non, pas papa. bon, encore que là oui. Ça dépend. Mais Fofo, Dada, cher ami. Ça, c'est encore acceptable. Ouais. Donc, ces appellations ne sont pas inutiles, mais attention. Je ne viendrai pas à un premier entretien, on ne va pas se voir aujourd'hui et je vais vous appeler déjà Dada. C'est peut-être Madame Rachidat et je vois que peut-être la proximité se prononce davantage et un jour on deviendra amis et après on va dire Dada, grand soeur, peut-être. Mais ce n'est pas au premier contact, c'est le type, la nature de la relation qu'on entretient avec la personne et ça facilite des choses. L'inconvénient c'est que parfois, et celui que tu appelles tout le temps Fofo ou bien Dada commet des erreurs et puisque tu lui as tellement voué de respect, tu ne peux pas tirer à boulet rouge, tu ne peux pas avoir le cran de le sanctionner. Donc, il ne faut pas tirer à boulet rouge d'office sur le droit d'aînesse, mais il faut nuancer, relativiser ces cas positifs, ces impacts négatifs. Merci, c'est un débat très intéressant et nous tirons déjà vers la fin. Oui. Attendez, dans l'administration, il parlait des tests. Mais il y a les tests et l'esprit des tests. Bien sûr. Comme le disait Montesquieu. Voilà. Les tests et l'esprit des tests. Donc, c'est ce que je voulais dire tout court. Il faut juger avec le bon sens. Voilà, avec le bon sens. Voilà, merci pour ces débats très enrichissants. Je suis certaine que bien de personnes se retrouveront à travers ce que nous disons parce que nous le vivons tous les jours, nous le côtoyons tous les jours. Des anecdotes, il y en a énormément. On pourrait passer des jours et des jours à raconter. C'est déjà la fin. Justino Vieira, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est deux choses. Première chose, formellement, le droit d'aînesse n'a pas le droit de citer en entreprise. Deuxième chose, elle n'est pas sans influence. Il porte des fruits positifs, mais quand cela est mal apprécié, quand cela tombe dans l'exagération, quand cela tombe dans la démesure, cela peut également entraîner des impacts négatifs et plomber même le résultat et l'efficacité au travail. Ghislaine? Moi, je dirais tout simplement que quelle que soit la place qu'on occupe en administration, quel que soit l'âge qu'on a dans l'administration et quel que soit le niveau qu'on a pour être dans l'administration, qu'on sache cultiver l'humilité et qu'on sache faire preuve d'éducation sociale. D'accord. Nadège? Voilà, moi je pense que le droit d'aînesse a bel et bien sa place aussi bien à la maison qu'en milieu professionnel. Ah oui, pourquoi? Oui, mais partant de l'exemple que l'invité vient de donner, parfois il y a des choses que tu demandes à ton aîné et elle te l'accorde compte tenu du respect que tu lui voues. Mais il y a des situations dans lesquelles tu pourrais te retrouver parce que tu n'as pas appris. Tu n'as pas donné à l'autre tu ne respectais pas ton aîné. Elle peut te laisser. Elle peut voir juste une petite erreur, une faille qu'elle pourrait corriger. Mais juste parce que tu es quelqu'un qui se croit suffisant et qui ne respecte pas l'aîné. On te laisse à ta suffisance. Elle te laisse faire la bêtise qui pourrait être une faute grave. Voilà. Donc je pense que... Il faut nuancer alors. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant que quand on respecte l'aîné doit penser que c'est la fin du monde et puis se prendre la tête. D'accord. Monsieur Roira, vous avez le dernier mot? Non, je crois que c'est un bon débat. Les échanges ont été très bien, moi j'ai apprécié. Et c'est quelque chose qu'on peut continuer. Et après le plateau, on peut continuer. Et il faut nuancer, comme on vient de le dire, mais il faut vraiment faire attention pour cette nuance-là.
Voilà. Parce qu'il faut retenir que le droit d'aînesse ne devrait pas se retrouver au sein de l'administration. Parce que si, à cause du droit d'aînesse, on doit te donner quelque chose, ça veut dire peut-être que tu n'en avais pas droit. Il faut qu'on puisse savoir, oui, j'ai droit à ceci, et je l'ai. Je n'ai pas droit à ça, et je ne l'ai pas, quel que soit ce qui se passe. En administration, il y a des principes, il y a des tests qui régissent tout. Voilà. Allez, merci à vous. Je retiens, juste après vous, Monsieur Rouera, qu'au sein d'une administration, c'est le mérite, c'est la compétence, c'est le travail. Vous faites bien, vous méritez le respect, vous ne faites pas bien. Ce n'est pas que vous ne le méritez pas, mais vous avez moins de respect, vous avez moins de considération, et nous devons tous donc nous atteler à faire bien ce que nous faisons au quotidien pour mériter de la considération, tout simplement. Merci à vous, chers débatteurs, et vous, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, pour un vendredi de la culture, comme vous l'aimez si bien.